En 1985, la ville historique de Lille, au cœur de la Flandre française, respirait une mélancolie discrète sous le ciel gris d'un automne naissant. Connue pour son architecture flamande ornée, ses rues pavées qui résonnaient de siècles d'histoire et son imposante Grand Place, Lille était une véritable carte postale vivante, un lieu où la tradition s'entrelaçait avec la vie moderne. Mais en cette nuit du 12 septembre, une ombre sinistre allait s'abattre sur les ruelles charmantes et les cafés chaleureux, transformant l'atmosphère en quelque chose de sombre et d'irrémédiablement macabre. Le théâtre de cette tragédie serait un appartement au 3e étage d'un vieil immeuble de la rue des Arts où vivait Éléonore Dubois. Éléonore, une professeure de musique et violoniste talentueuse de 28 ans, issue d'un prestigieux conservatoire de Paris, était une âme vibrante, dont la passion pour l'art emplissait chaque recoin de sa demeure. Sa musique était la bande sonore de l'immeuble, une mélodie qui, cette nuit-là, s'est tue brusquement. La découverte du corps fut inattendue. Madame Rousseau, une voisine de l'étage supérieur, habituée aux mélodies qui flottaient dans l'immeuble, remarqua un silence troublant. Il était inhabituel pour Éléonore de ne pas s'exercer jusque tard dans la nuit. Un pressentiment glacial la poussa à descendre les escaliers et à frapper à la porte. L'absence de réponse, une odeur métallique dans l'air et la porte entr'ouverte confirmèrent ses pires craintes. Le cri de Madame Rousseau résonna dans les couloirs, brisant le calme de la nuit et attirant l'attention des quelques passants dans la rue. La police fut alertée et en quelques minutes, les gyrophares bleus et rouges des véhicules de la gendarmerie illuminaient la façade centenaire de l'immeuble. Le premier arrivé fut l'inspecteur Georges Lefebvre, un homme d'une quarantaine d'années, au regard fatigué mais perspicace, qui en avait déjà trop vu. En entrant dans l'appartement, la scène était celle d'une horreur silencieuse. Éléonore Dubois gisait sur le sol du salon, son corps sans vie, près d'un fauteuil en velours. La scène de crime était une énigme troublante. Un violon, autrefois le prolongement de son âme, gisait en éclats sur le sol, ses fragments de bois éparpillés comme les pièces d'un rêve brisé. Ce n'était pas seulement un instrument cassé, c'était un symbole de violence, peut-être même l'arme du crime ou un message cruel. Un vase en céramique gisait en morceaux près de la tête de la victime, indiquant une lutte féroce et désespérée. L'un des tiroirs de la commode était ouvert, suggérant un possible vol. Cependant, un regard plus attentif révéla la première de nombreuses contradictions, le portefeuille d'Éléonore, contenant quelques billets de francs, et ses bijoux les plus précieux étaient intacts, bien en vue. Rien de valeur apparente n'avait été dérobé. Le mobile du crime, dès le premier instant, était enveloppé d'un voile de mystère, une charade qui défierait la logique et l'expérience de Lefebvre. L'air lourd de l'appartement semblait contenir des secrets, un silence qui criait justice. L'équipe de la police scientifique arriva peu après, transformant l'appartement en un laboratoire improvisé. La docteure Sylvie Moreau, médecin légiste de renom, entama son travail méticuleux. Ses premières observations estimèrent l'heure du décès entre 19h et 22h la veille au soir. La collecte d'indices commença, une tâche lente et exhaustive. Chaque centimètre de l'appartement était examiné à la loupe, chaque objet photographié, chaque résidu, aussi infime fût-il, catalogué. Des pistes initiales commencèrent à émerger. Une empreinte de pas partiel sur le tapis du salon, des fibres inconnues, accrochés aux vêtements de la victime et, élément crucial, un minuscule éclat de bois, presque invisible, incrusté sous l'ongle d'Éléonore. Des détails qui, dans le feu de l'enquête initiale, auraient pu paraître insignifiants, mais qui un jour, bien plus tard, en diraient long. La vie d'Éléonore Dubois, autrefois si vibrante et pleine de promesses, était maintenant disséquée en quête de réponse. Célibataire, avec une vie sociale active dans les cercles artistiques et musicaux de Lille, elle était appréciée, mais suscitait aussi l'admiration et, peut-être, l'envie. Récemment, Éléonore avait obtenu une prestigieuse bourse pour se perfectionner dans une académie de musique à Vienne, une réussite qui la comblait de joie, mais qui aussi,
comme on le découvrirait, avait engendré des ressentiments dans son entourage. Les premières interviews révélaient une femme passionnée par la vie, mais aussi une artiste dont le talent et le succès auraient pu devenir une cible. L'inspecteur Lefebvre savait que bien souvent, les crimes les plus brutaux naissent des émotions les plus humaines et destructrices. Et celui-ci, il le pressentait, serait une de ces affaires qui hanteraient l'île pour longtemps. Les pistes initiales amenèrent l'inspecteur Lefebvre à plonger dans la vie privée d'Éléonore. Amis et collègues furent interrogés, dessinant le portrait d'une femme passionnée par la musique, dévouée à ses élèves, mais aussi quelqu'un qui, par son éclat, pouvait involontairement éclipser les autres. La bourse pour Vienne, un rêve réalisé pour Éléonore, devint un point d'interrogation. Qui aurait pu envier son succès au point de commettre un acte aussi brutal? Les premiers noms apparurent naturellement, comme des ombres projetées par la lumière vive du succès d'Éléonore. Jean-Luc Dubois, sans lien de parenté, une simple coïncidence de nom, était un ex-petit ami, un musicien de jazz qu'elle avait quitté quelques mois plus tôt. Des amis rapportèrent que Jean-Luc, un homme au tempérament vif et possessif, n'avait pas bien accepté la rupture. La police le localisa dans un club de jazz à Paris où il avait un concert la nuit du crime. Son alibi était solide, confirmé par plusieurs collègues de son groupe et des clients du club. Il pleura en apprenant la mort d'Éléonore. Sa douleur parut sincère et sa colère, bien que présente, n'avait aucune prise en termes de temps et d'espace. Un autre nom qui attira l'attention de Lefebvre fut celui d'Antoine Moreau, un ancien élève d'Éléonore. Antoine, un jeune violoniste au talent moyen, avait été écarté lors de quelques auditions importantes et reprochait à Éléonore de ne pas lui avoir fourni les relations ou le coup de pouce nécessaires. Il était devenu visiblement aigri et, selon d'autres élèves, tenait des propos désobligeants sur sa professeure. Interrogé, Antoine se montra évasif. Il prétendit avoir passé la soirée à étudier chez lui, mais n'avait aucun témoin pour corroborer son histoire. Sa mère était hors de la ville, et il vivait seul. L'équipe de Lefebvre perquisitionna son appartement, mais ne trouva rien qui le liât directement au crime. L'absence d'un alibi solide le maintenait sur la liste des suspects, mais il n'y avait aucune preuve matérielle le reliant à la rue des Arts cette nuit fatidique. À mesure que l'enquête avançait, une série d'appels téléphoniques anonymes, passés depuis des cabines publiques à différents endroits de l'île, commença à apparaître dans les relevés téléphoniques d'Éléonore. C'étaient des appels courts, souvent sans voix ou avec un silence pesant à l'autre bout du fil. Le premier avait eu lieu des semaines avant le crime, et leur fréquence s'était intensifiée dans les jours précédant la tragédie. Qui appelait? Était-ce un admirateur secret, un harceleur, ou une menace voilée qu'Éléonore n'avait pas perçue, ou pire, avait sous-estimée? La police tenta de localiser les cabines, mais la technologie de l'époque était limitée. Les appels étaient un fantôme, une présence invisible, qui semblait avoir épié Éléonore dans ces derniers jours. Lefebvre et son équipe se lancèrent dans un marathon d'interrogatoires, parlant à plus de 40 personnes en quelques semaines. Chaque déposition, chaque rumeur était notée et analysée, mais le puzzle restait sans pièce maîtresse. Le mystère du violon brisé, du vase en éclats, du tiroir ouvert sans vol apparent, tout contribuait à un scénario confus, un crime qui semblait avoir de multiples mobiles, mais aucun de clair. Le minuscule éclat de bois sous l'ongle d'Éléonore était la seule preuve matérielle qui pouvait pointer vers un agresseur direct, mais l'analyse initiale ne révéla rien de concluant à part le fait qu'il s'agissait de bois de violon. Sans empreinte digitale claire ou autre trace d'ADN sur la scène, l'enquête commença à s'éterniser, s'enlisant dans un terrain marécageux de suppositions et d'impasses. L'affaire Éléonore Dubois, avec son aura de tragédie et d'énigme, commençait à se refroidir. Le marathon d'entretien, avec plus de 40 témoins, parmi lesquels des amis, des élèves, des collègues et des voisins, se poursuivit, mais le labyrinthe d'informations ne semblait mener à aucune issue. Chaque témoignage ajoutait une couche de complexité, mais aucun n'offrait la clarté nécessaire pour percer le mystère de la rue des Arts. La frustration grandissait au sein de l'équipe de l'inspecteur Lefebvre.
Le minuscule éclat de bois, la seule preuve matérielle qui aurait pu provenir directement de l'agresseur, fut analysé de manière exhaustive. Bien que confirmé comme étant du bois de violon, il ne portait aucune empreinte digitale claire, ni aucun autre marqueur qui aurait pu le relier à une personne spécifique, ce qui en faisait, pour l'instant, un détail intrigant, mais sans utilité immédiate. C'est durant cette phase d'enquête exhaustive qu'un nom commença à surgir avec une fréquence inquiétante en marge des témoignages. Marcel Fournier. Marcel était le voisin du dessous d'Éléonore, un homme discret, presque imperceptible, qui menait une vie recluse. Âgé d'une trentaine d'années, c'était un musicien amateur, un violoniste frustré qui, selon certains, nourrissait une admiration presque maladive pour le talent d'Éléonore. Il n'était pas son élève officiel, mais il fréquentait les mêmes cercles musicaux de Lille et des années auparavant avait tenté une audition dans le même conservatoire où Éléonore avait brillé avant d'être rejetée. Des rumeurs disaient aussi que Marcel avait tenté une approche romantique auprès d'Éléonore, mais avait été gentiment, mais fermement, éconduit. Sa jalousie concernant la bourse d'études d'Éléonore pour Vienne était un secret de polichinelle parmi certains collègues musiciens, qui le décrivaient comme quelqu'un qui voyait le succès des autres comme un miroir de ses propres échecs. Marcel Fournier fut initialement interrogé dans le cadre de la routine, comme n'importe quel autre voisin. Il se montra calme, presque apathique, affirmant avoir passé la nuit du crime chez lui, seul, à jouer de son violon. Son alibi, tout comme celui d'Antoine Moreau, n'avait pas de témoin. Cependant, l'équipe de Lefebvre ne trouva rien dans son appartement qui puisse le lier au crime. Il n'était qu'un voisin étrange, un peu réservé. Mais l'enquête prit alors un tournant inattendu. Quelques semaines après le crime, Marcel Fournier disparut tout simplement de l'île. Son départ fut brusque, sans préavis, ni pour les voisins, ni pour le propriétaire de l'immeuble. Il avait laissé derrière lui son appartement presque vide, sans payer le loyer du mois suivant. Quand Lefebvre tenta de le localiser, il découvrit que Marcel avait obtenu un emploi fantôme dans une petite ville de province. Un poste qui n'avait jamais existé, puis s'était évaporé. Ses quelques biens avaient été emportés, et sa trace se perdait dans un brouillard d'informations contradictoires et fausses. Sa disparition soudaine, si peu de temps après le meurtre, le transforma de voisin excentrique en suspect clé, un fugitif. Pour compliquer encore le scénario, les relevés téléphoniques d'Éléonore révélèrent un nouvel indice troublant. Un appel avait été passé depuis le téléphone fixe de l'appartement d'Éléonore, non pas vers l'extérieur, mais de l'intérieur vers un numéro d'urgence qui n'aboutit pas, à l'aube du lendemain de la découverte du corps. L'appel ne dura que quelques secondes, un bruit statique avant d'être interrompu. Qui pouvait être dans l'appartement d'Éléonore des heures après son assassinat? Était-ce l'assassin retournant sur la scène du crime ou quelqu'un tentant d'effacer ses traces? La police enquêta mais ne parvint pas à identifier qui avait passé l'appel, ni pourquoi. C'était une pièce de plus à un puzzle qui refusait de s'assembler. Avec Marcel Fournier disparu et sans preuve matérielle concrète pour l'incriminer ou tout autre suspect, l'enquête de l'affaire Éléonore Dubois commença à perdre de son élan. Les ressources furent détournées vers de nouveaux cas, la pression médiatique diminua et les pistes s'épuisèrent. 6 mois après la tragique nuit de septembre, l'affaire fut officiellement classée sans suite. Un cold case, un dossier qui serait rangé dans une boîte poussiéreuse, en attente d'un avenir incertain. La justice, pour Éléonore Dubois, semblait avoir été refusée, et le violon brisé, dans son silence, restait un témoignage muet d'un crime sans réponse. Le classement de l'affaire ne signifia pas son oubli, surtout pour ceux qui connaissaient Éléonore Dubois. Sa vie, qui rayonnait autrefois de lumière et de mélodie, était maintenant revisitée avec une douleur lancinante, une complainte silencieuse qui résonnait dans les souvenirs de ses proches. Pour ses amis et collègues, Éléonore n'était pas seulement une victime, elle était une artiste en pleine ascension, une âme généreuse et une présence inoubliable. Cécile Moreau,
sa meilleure amie depuis l'époque du conservatoire à Paris, décrivait Éléonore d'une voix étranglée par l'émotion. Éléonore était la musique incarnée. Elle voyait la beauté en tout, même dans les dissonances de la vie. Son violon n'était pas seulement un instrument, c'était le prolongement de son âme, un portail vers sa passion. Elle avait un éclat qui attirait tout le monde, mais qui, peut-être, en aveuglait certains. Le directeur du conservatoire de Lille, M. Armand Dubois, sans lien de parenté avec Éléonore, où elle enseignait, se souvenait de son dévouement et de son talent exceptionnel. Éléonore était une professeure inspirante, une musicienne d'une sensibilité rare. Son ascension était fulgurante, et la bourse pour Vienne n'était que le début d'une carrière brillante. C'est une tragédie, un gâchis incroyable que son avenir ait été volé de manière si brutale. Ces témoignages, recueillis initialement et revisités pendant d'innombrables heures de réflexion, peignaient le portrait d'une femme vibrante, aimée et admirée, dont la mort paraissait encore plus insensée face à son essence lumineuse. Pour l'inspecteur Georges Lefebvre, l'affaire Éléonore Dubois devint une obsession silencieuse. Même avec le classement officiel, il ne parvenait pas à se détacher de l'affaire. Les boîtes de documents, les rapports de la police scientifique, les photographies de la scène de crime. Tout cela peuplait ses pensées, même lorsque d'autres cas exigeaient son attention. Il passait des nuits blanches, relisant chaque ligne, chaque mot des témoignages, cherchant un détail, une nuance qui aurait pu lui échapper. L'image du violon brisé, du corps d'Éléonore et l'ombre de Marcel Fournier, le voisin disparu, étaient des fantômes qui le hantaient. Il tenta de rouvrir l'enquête à plusieurs reprises, présentant de nouvelles théories ou cherchant la permission de suivre des pistes qu'il considérait sous-estimées. Cependant, la bureaucratie policière, la pression hiérarchique et le manque de ressources pour les cold cases étaient des barrières infranchissables. Ses supérieurs, bien que respectant sa persévérance, voyaient l'affaire comme une impasse, un dossier sans nouvelles preuves matérielles ou témoins. Lefebvre, mon ami, nous devons nous concentrer sur les affaires que nous pouvons résoudre, disait son chef d'un ton résigné qui sonnait comme une condamnation à mort pour la justice d'Éléonore. La vérité est que, sans nouvelles preuves concrètes, le cas d'Éléonore Dubois n'était qu'un numéro de plus dans les statistiques des crimes non résolus de Lille. Malgré la pression, Lefebvre persistait dans ses analyses. Il réexamina les appels anonymes, tentant désespérément de trouver des schémas ou des voix qui pourraient être identifiées. Bien que les appels proviennent de cabines publiques, une découverte tardive parmi les effets personnels d'Éléonore apporta une nouvelle dimension. Parmi ces papiers, on trouva quelques notes courtes, écrites à la main, avec des messages vagues et troublants, laissés dans sa boîte aux lettres ou glissés sous sa porte les jours précédant le crime. C'étaient des menaces voilées, des éloges déformés et une jalousie évidente pour son talent. Une de ces notes disait, dans un français impeccable mais avec une écriture nerveuse, « Votre musique est un don et une malédiction ». Ces notes, initialement considérées comme le simple travail d'un admirateur ou d'un détracteur anonyme sans importance, furent envoyées pour une analyse graphologique. L'espoir était qu'elle puisse révéler quelque chose sur la personnalité de l'auteur. L'analyse révéla des traits de personnalité obsessionnelle et de la frustration, mais sans un échantillon d'écriture pour comparaison, la piste resta isolée, une pièce énigmatique de plus dans le puzzle. Le rapport du graphologue décrivait une écriture qui alternait entre rigidité et hésitation, suggérant un esprit en conflit. Lefebvre savait qu'il lui en fallait plus, mais l'affaire se refroidissait chaque jour un peu plus, et l'ombre de l'oubli menaçait d'engloutir la mémoire d'Éléonore Dubois. L'affaire était en sommeil, mais pas morte, attendant le bon moment pour se réveiller. 28 ans s'écoulèrent depuis cette nuit fatidique de 1985. Lille, la ville vibrante, s'était modernisée, ses rues pavées désormais partagées avec des voitures plus rapides et l'architecture flamande, bien que préservée, encadrait une ville qui ne cessait d'évoluer. Mais l'affaire Éléonore Dubois,
le violon brisé, restait une cicatrice invisible dans la mémoire collective, un sombre rappel d'une justice refusée. Le dossier poussiéreux, conservé dans les archives de la gendarmerie, était un témoignage muet du temps qui refusait de guérir toutes les blessures. Ce fut en 2013 qu'une nouvelle initiative gouvernementale, baptisée « Mémoire judiciaire », fut lancée dans le but de réexaminer les affaires classées, les cold cases, en utilisant les technologies de police scientifique qui n'existaient pas à l'époque de leur survenue. Et ainsi, en 2015, la capitaine Sophie Laurent, une détective jeune et brillante, avec un œil vif pour les détails et un esprit analytique, fut chargée de plonger dans les mystères non résolus de l'île. Sa première affaire, la plus énigmatique de toutes, était celle d'Éléonore Dubois. La capitaine Laurent, âgée d'une trentaine d'années, représentait la nouvelle génération d'enquêteurs. Elle n'avait pas le bagage émotionnel de Lefebvre, mais elle apportait une passion pour la vérité et une foi inébranlable en la science. Elle s'immergea dans l'affaire avec le dévouement d'une archéologue déterrant une civilisation perdue. Elle ouvrit les boîtes poussiéreuses, feuilleta les rapports jaunis, étudia les photographies en noir et blanc avec une intensité qui frisait l'obsession. Chaque page, chaque témoignage, chaque minuscule détail du passé était réévalué à la lumière de nouvelles possibilités. Qu'est-ce qui avait été ignoré? Qu'est-ce que la technologie de 1985 n'avait pas pu révéler? Son attention fut immédiatement attirée par les preuves matérielles, celles qui avaient été collectées avec tant de soin par la docteure Sylvie Moreau, mais qui à l'époque n'avaient pu être pleinement déchiffrées. Les fibres inconnues, accrochées aux vêtements d'Éléonore, furent envoyées à un laboratoire de Pointe à Paris. L'analyse ADN avancée, un outil inimaginable en 1985, révéla un profil génétique masculin, distinct de celui d'Éléonore. C'était une piste concrète, une trace génétique de l'agresseur, qui était resté en sommeil pendant près de 3 décennies. En plus des fibres, Laurent réexamina le minuscule éclat de bois trouvé sous l'ongle d'Éléonore, celui qui, dans le feu de l'enquête initiale, avait été considéré comme un simple fragment du violon brisé. Avec les ressources modernes, l'éclat fut de nouveau examiné, et à la surprise de l'équipe, ce n'était pas seulement du bois. Il y avait là un mélange d'échantillons d'ADN. L'un appartenait à la victime, une trace de sa lutte désespérée. L'autre, un profil génétique masculin, identique à celui trouvé sur les fibres des vêtements. C'était la signature de l'assassin, cachée dans un détail si infime qu'il avait échappé aux yeux et à la technologie de l'époque. Le violon brisé parlait enfin, et sa mélodie était celle de l'ADN. La capitaine Laurent trouva également mention d'un bouton de manteau, peu valorisé à l'époque, trouvé près du corps, mais n'ayant été lié à personne. Le bouton, un petit objet en nacre, fut soumis à une analyse microscopique. Bien qu'il n'y eût pas d'ADN, sa présence sur les lieux, sans correspondre aux vêtements de la victime, suggérait qu'il aurait pu se détacher d'un vêtement de l'agresseur pendant la lutte. C'était un maillon de plus, un détail matériel qui renforçait la présence d'un étranger ou de quelqu'un qui n'aurait pas dû être là. L'agenda personnel d'Éléonore, récupéré intact sur sa table de chevet, devint également un point central. Lefebvre l'avait feuilleté, mais sans trouver quoi que ce soit qui paraisse pertinent. Laurent, cependant, remarqua des annotations subtiles, de petites observations qu'Éléonore avait faites sur des personnes de son entourage. À certaines dates, il y avait des mentions de MF ou le voisin, suivies d'un point d'interrogation ou d'un petit astérisque. Sur une page, Éléonore avait écrit « Marcel me met mal à l'aise ». Son regard, c'était une révélation subtile, mais puissante. Éléonore était consciente de quelque chose, de quelqu'un. Avec ces nouvelles preuves, la capitaine Laurent décida de rouvrir les interrogatoires, en commençant par les amis les plus proches d'Éléonore. Cécile Moreau, sa meilleure amie, maintenant une femme d'âge mûr avec la douleur encore visible dans ses yeux, fut de nouveau interrogée. Laurent lui montra les notes de l'agenda et l'interrogea sur Marcel Fournier. Cécile, après des années de silence et de résignation, se sentit enfin à l'aise pour en dire plus.
Elle révéla qu'Éléonore avait, en effet, commenté le comportement étrange de Marcel, le voisin du dessous. Il l'observait, apparaissait dans des endroits inattendus, et ses tentatives d'approche étaient toujours un peu trop intenses. Éléonore l'avait rejeté à la fois professionnellement, lorsqu'il avait tenté une audition pour elle des années auparavant, et romantiquement. Cécile se souvint qu'Éléonore lui avait dit que Marcel la mettait mal à l'aise, et qu'il semblait avoir une fixation sur elle, surtout après la nouvelle de la bourse pour Vienne. Le nouvel entretien révéla le malaise de la victime envers le suspect, un détail qui s'était perdu dans la confusion de l'enquête initiale, mais qui maintenant, avec l'ADN et les annotations, prenait un poids écrasant. Le cold case d'Éléonore Dubois commençait enfin à se réchauffer. Le profil ADN détaillé, méticuleusement extrait des fibres trouvées sur les vêtements d'Éléonore et du minuscule éclat de bois incrusté sous son ongle, devint l'épicentre de la réouverture du cold case. La capitaine Laurent possédait désormais un outil que l'inspecteur Georges Lefebvre, en 1985, n'aurait même pas pu imaginer, la signature génétique de l'agresseur. Le profil fut inséré dans les bases de données criminelles nationales et européennes, mais comme on s'y attendait, aucune correspondance immédiate n'apparut. Marcel Fournier s'était évanoui, sans laisser de traces numériques facilement accessibles. Cependant, la science moderne offrait d'autres possibilités, d'autres voies d'investigation. Avec le profil génétique établi et les descriptions détaillées de Marcel Fournier, son physique, son âge approximatif à l'époque du crime, et même l'écriture nerveuse des notes anonymes, l'équipe de la capitaine Laurent commanda une reconstruction faciale numérique. Utilisant des techniques de police scientifique avancées et des algorithmes de vieillissement, les experts créèrent une image précise de ce à quoi Marcel Fournier ressemblait probablement à une trentaine d'années, et, de manière cruciale, comment il aurait vieilli au cours de près de 3 décennies. C'était comme donner un visage à un fantôme, une silhouette concrète à l'ombre qui avait hanté l'affaire Dubois pendant si longtemps. L'équipe réexamina également l'empreinte de pas partielle trouvée sur le tapis du salon d'Éléonore. À l'époque du crime, l'analyse avait été rudimentaire. Maintenant, avec la reconstruction numérique d'empreintes, il fut possible de déterminer avec une plus grande précision la pointure de la chaussure et même un motif de semelle distinctif. Ce détail, bien que moins concluant que l'ADN, ajoutait un indice de plus à la description du suspect, un élément supplémentaire pour la chasse qui s'engageait. Le véritable défi était de localiser Marcel Fournier, qui s'était évaporé de l'île. La capitaine Laurent et son équipe étaient convaincus qu'il vivait sous une nouvelle identité. Ils entamèrent un travail exhaustif de croisement de données, registre d'état civil, changement de nom, achat de propriété, registre d'associations musicales amateurs, se souvenant du passé de violoniste frustré de Fournier. L'indice de l'agenda d'Éléonore, avec la mention « Marcel me met mal à l'aise », son regard, et le témoignage de Cécile Moreau sur la fixation du voisin, renforçaient la conviction qu'il était l'homme qu'il cherchait. La recherche fut un véritable marathon, un travail de fourmi qui s'étendit sur des mois, utilisant des logiciels de reconnaissance faciale et croisant des informations de bases de données de documents anciens et récents. L'équipe de la capitaine Laurent obtint finalement une avancée. Une correspondance potentielle apparut à Toulouse, une ville vibrante du sud de la France. Un homme nommé Marc Dubois, dont l'apparence ressemblait de manière frappante à la reconstruction faciale de Marcel Fournier vieilli et dont les données biographiques correspondaient, s'y était établi depuis plus de 20 ans. Le nom de famille, Dubois, le même que celui de la victime, était un détail troublant, une appropriation morbide qui semblait être un trophée macabre pour l'assassin, un détail qui glaçait le sang des enquêteurs. La capitaine Laurent envoya une équipe de surveillance discrète à Toulouse. La vie de Marc Dubois fut observée minutieusement. C'était un homme d'habitude. Il travaillait comme archiviste dans une bibliothèque publique, vivait seul et, curieusement, jouait encore du violon dans son appartement. Ses interactions sociales étaient minimes. Il restait isolé.
une réplique du Marcel Fournier de Lille. L'équipe de surveillance suivit chacun de ses mouvements, chaque routine, attendant le moment propice pour obtenir un échantillon d'ADN sans l'alerter. Le moment crucial arriva un mardi après-midi. Marc Dubois, après son service à la bibliothèque, s'arrêta dans un petit café de la place du Capitole pour prendre un café au lait. Il s'assit à une table en terrasse, lut un journal et but sa boisson, laissant la tasse en porcelaine sur la table avant de partir. L'équipe de surveillance agit rapidement. Un agent infiltré, se faisant passer pour un employé de nettoyage, récupéra la tasse abandonnée. C'était un risque calculé, mais nécessaire. L'échantillon fut scellé et envoyé d'urgence au laboratoire d'analyse ADN. La tension était palpable au siège de la gendarmerie à Lille, tandis que la capitaine Laurent attendait les résultats. Les heures s'éternisèrent, chaque minute semblant une éternité. Finalement, l'appel du laboratoire arriva. La voix du technicien était claire et concise. « Capitaine, nous avons une correspondance. Le profil génétique de Marc Dubois est identique au profil trouvé sur les fibres et sur l'éclat de bois de la scène de crime d'Éléonore Dubois. C'est lui. » C'était la confirmation qu'ils attendaient depuis près de 3 décennies. Le fantôme de Marcel Fournier avait enfin été identifié. La justice, bien que lente, était à un pas d'être rendue. Le cold case était plus brûlant que jamais, et la vérité sur le violon brisé était sur le point d'être révélée. La confirmation de la correspondance ADN envoya une onde de choc et de soulagement à travers l'équipe de la capitaine Laurent. Le fantôme de Marcel Fournier, maintenant Marc Dubois, avait un corps, un nom et une localisation. Le mandat d'arrêt fut émis immédiatement et l'équipe d'intervention rapide, les gendarmes, fut mobilisée pour Toulouse. L'opération fut planifiée avec méticulosité, visant la discrétion et la sécurité pour éviter toute chance de fuite ou de confrontation inutile. Le lendemain matin, par une journée claire et ensoleillée à Toulouse, Marc Dubois sortait de son appartement pour se rendre au travail. Il marchait dans la rue étroite, sa mallette d'archiviste dans une main et une veste légère sur l'épaule, ignorant la présence discrète des agents autour de lui. Soudain, 2 véhicules banalisés lui barrèrent la route. Plusieurs gendarmes, en gilets pare-balles et armes au poing, émergèrent et l'encerclèrent en quelques secondes. « Marc Dubois, ou devrions-nous dire Marcel Fournier ?» demanda l'un des agents, la voix ferme. La réaction de Dubois fut notable. Pas de panique, pas de résistance. Un silence glacial l'enveloppa. Ses yeux, autrefois apathiques, montrèrent une lueur de reconnaissance, presque comme s'il attendait ce moment depuis des décennies. Il baissa légèrement la tête et, avec un calme troublant, répondit dans un murmure « Je savais que ce jour viendrait ». Il admit connaître l'affaire Éléonore Dubois, mais nia toute implication directe, maintenant une façade d'innocence, un voile ténu sur la vérité. Ramené à Lille, Marc Dubois fut placé dans une salle d'interrogatoire au siège de la gendarmerie. La capitaine Laurent, accompagnée d'un psychologue légiste, prit les rênes. La salle était spartiate, juste une table et 2 chaises, l'éclairage vif et impitoyable projetant de longues ombres. Dubois, assis en face d'elle, gardait une posture rigide, son regard fuyant, mais se fixant parfois sur Laurent avec une intensité qui lui donna un frisson. L'interrogatoire fut une danse tendue entre l'insistance de la détective et les dérobades calculées du suspect. Laurent commença avec les preuves irréfutables, l'ADN. Elle posa les images des analyses de la police scientifique sur la table, pointant les correspondances génétiques. « Monsieur Dubois, l'ADN de Marcel Fournier a été trouvé sur la scène du crime, sous l'ongle d'Éléonore Dubois et sur les fibres de ses vêtements. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?» Marc Dubois resta silencieux un long moment, ses lèvres bougeant légèrement comme s'il répétait une réponse. Finalement, il rompit le silence d'une voix monocorde. « J'étais là. Oui, je lui ai rendu visite ce soir-là. Mais ce n'est pas moi qui l'ai tué. » Il tenta de construire un récit alternatif, une histoire dans laquelle il serait arrivé à l'appartement d'Éléonore et l'aurait trouvée déjà morte. Une confession partielle, une tentative désespérée de se décharger de la culpabilité totale. Je suis entré, la porte était entr'ouverte. J'ai entendu un bruit
et je suis entré. Elle était déjà par terre. J'ai eu peur, je l'ai touchée, j'ai essayé de l'aider. Et puis je me suis enfui. J'ai eu peur d'être accusé. La capitaine Laurent ne se laissa pas duper par cette version. Elle savait que c'était une stratégie pour minimiser sa participation, un déni classique des coupables. Laurent présenta alors les notes anonymes, les mêmes qu'Éléonore avait gardées, et que la graphologie avait attribuées à une personnalité obsessionnelle. Elle lut à voix haute « Votre musique est un don et une malédiction ». Le visage de Dubois blêmit, la façade de calme commença à se fissurer. Sa musique était parfaite. Elle avait tout, le talent, la beauté, la bourse pour Vienne, et moi, je n'étais qu'un musicien médiocre, un échec. La jalousie, le moteur silencieux de son obsession, commença à émerger. Il parla de la façon dont il idolâtrait Éléonore, comment il l'observait depuis son appartement du dessous, fasciné par son art, et comment cette admiration s'était transformée en ressentiment quand elle l'avait rejeté, tant professionnellement lors de l'audition que dans ses tentatives d'approche romantique. Elle me voyait comme un rien, j'étais invisible pour elle. Et puis la bourse pour Vienne, c'était comme si elle se moquait de moi, de mon échec. La capitaine Laurent insista davantage. Le violon, monsieur Dubois, le violon brisé. Vos empreintes digitales ont été trouvées sur des fragments importants, avec le sang de la victime. L'éclat de bois sous l'ongle d'Éléonore provenait du violon, et votre ADN était là. La mention du violon, l'instrument qu'Éléonore aimait et qu'il enviait tant, sembla toucher un point sensible. Dubois frissonna. Les explications de son obsession devinrent plus claires. Il avoua s'être rendu à son appartement cette nuit-là, non pas pour l'aider, mais pour la confronter. Il voulait qu'elle le reconnaisse, qu'elle comprenne son talent, sa passion. Mais elle a ri de lui, affirma-t-il, ou l'a ignoré. La discussion a dégénéré. Il n'admit pas une préméditation complète, mais la colère l'aveugla. Je ne voulais pas la tuer, je voulais juste qu'elle m'écoute, qu'elle me voie. Il prit le violon, le symbole de sa grandeur et de sa propre petitesse, et l'utilisa dans la fureur du moment. Les empreintes digitales, maintenant avec la technologie moderne, furent réexaminées sur les fragments du violon et confirmèrent sa présence, solidifiant la preuve. Et il y avait plus. L'équipe de Laurent, en révisant les anciennes archives, trouva un rapport d'un système de surveillance rudimentaire d'un magasin voisin, qui avait capturé une image granuleuse et presque indiscernable. À l'époque, elle avait été écartée. Mais avec des logiciels d'amélioration d'image, une silhouette masculine, avec un manteau sombre et un chapeau, fut vue quittant l'immeuble d'Éléonore vers 22 heures, à l'heure estimée du décès. La reconstruction faciale de Marcel Fournier vieilli, combinée à l'image améliorée du jeune Fournier, révéla une ressemblance indéniable. C'était lui, sortant précipitamment, un fantôme dans une image pixelisée. La capitaine Laurent savait que la vérité était presque entièrement dévoilée. Le mobile, l'obsession, la jalousie, le rejet. Marcel Fournier, le voisin discret, le musicien frustré, avait transformé son adoration en haine et sa passion pour la musique en un instrument de mort. La confession, bien qu'incomplète et pleine d'auto-justification, ajoutée aux preuves de la police scientifique et numérique, formait un tableau irréfutable. L'affaire du violon brisé approchait enfin de son dénouement. Le poids de près de 3 décennies de mystère commençait à se lever, et la justice pour Éléonore Dubois semblait enfin à portée de main. L'année est 2020. 35 ans après l'assassinat brutal d'Éléonore Dubois, l'affaire du violon brisé arrivait enfin devant les tribunaux. Le palais de justice de Lille, une imposante structure de pierre grise, était comble. Journalistes, curieux et, plus important encore, la famille d'Éléonore, attendaient avec un mélange d'appréhension et d'espoir. Marc Dubois, l'homme autrefois connu sous le nom de Marcel Fournier, le voisin discret et maintenant l'accusé, était assis, impassible, sur le banc des accusés, son visage vieilli et ses yeux, autrefois fuyants, maintenant fixés sur un point lointain, comme si la réalité du procès ne le touchait pas.
La capitaine Sophie Laurent était présente, non seulement comme témoin, mais comme la personnification de la justice qu'elle avait cherchée sans relâche. L'accusation menée par une avocate implacable présenta les preuves de manière méthodique et accablante. L'ADN, le témoignage irréfutable de l'éclat de bois sous l'ongle d'Éléonore et des fibres sur ses vêtements, fut le pilier central de l'accusation. Les empreintes digitales de Dubois sur les fragments du violon brisé, l'instrument de la mort, furent projetées sur de grands écrans, solidifiant le lien de l'accusé avec le crime. La vidéo granuleuse de l'ancienne surveillance, améliorée par la technologie moderne, montra une silhouette qui ressemblait à un jeune Marcel Fournier sortant précipitamment de l'immeuble la nuit du crime, scellant le moment de sa fuite. Les témoignages furent chargés d'émotion. Anne Dubois, la sœur cadette d'Éléonore, maintenant une femme mûre aux cheveux grisonnants, monta à la barre. Sa voix tremblait, mais sa détermination était inébranlable. Elle décrivit la douleur lancinante de la perte, les années d'incertitude, l'espoir qui ne mourait jamais. Ma sœur était lumière, elle était musique, elle était joie de vivre, dit-elle, les larmes coulant sur son visage. Et lui, il a éteint cette lumière à cause de sa propre obscurité. Elle parla de l'impact du crime sur la famille, sur sa mère qui ne s'en était jamais remise, de l'absence d'Éléonore à tous les moments importants de leur vie. Le poids de 35 ans de deuil pesait sur la salle d'audience. Cécile Moreau, la meilleure amie d'Éléonore, apporta également son témoignage. Elle rapporta les commentaires d'Éléonore sur le comportement mal à l'aise de Marcel, sa fixation et le rejet professionnel et romantique qu'elle lui avait imposé. Éléonore le voyait comme un élève frustré, peut-être un peu étrange, mais jamais comme une menace réelle, témoigna Cécile, la voix étranglée par la douleur du souvenir et la culpabilité de ne pas avoir perçu le danger. Ces mots peignirent un tableau vivant de l'obsession silencieuse que Marcel Fournier nourrissait pour la victime. Une obsession qui, comme un cancer, avait rongé sa raison. Puis, l'accusation présenta la preuve la plus troublante, les journaux intimes de Marcel Fournier. Récupérés dans son appartement à Toulouse, ils révélèrent des années d'un esprit perturbé. Écrits d'une calligraphie de plus en plus frénétique, les journaux détaillaient son adoration pour Éléonore, sa jalousie pour son talent, sa fureur face au rejet. Il y avait des passages où il décrivait ses pensées sombres, ses fantasmes de contrôle et de possession, et même des plans vagues et inquiétants qui, rétrospectivement, sonnaient comme une préméditation. « Elle sera mienne, d'une manière ou d'une autre », disait une entrée. « Si je ne peux pas l'avoir, personne d'autre ne l'aura. Son violon se taira pour toujours. » La lecture de ces extraits glaça le sang de toute l'assemblée, exposant la profondeur de sa psychose. La défense tenta de plaider la folie ou un crime passionnel commis dans un moment de perte de contrôle. Cependant, l'accusation convoqua une équipe d'experts. La docteure Isabelle Dubois, sans lien de parenté avec la victime, une psychiatre légiste de renom, présenta son expertise. Après des évaluations approfondies, elle diagnostiqua chez Marcel Fournier une personnalité narcissique avec des traits antisociaux et un trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive. Il n'est pas fou au sens juridique du terme, expliqua la docteure Dubois. Il est parfaitement capable de distinguer le bien du mal, mais sa perception de la réalité est déformée par un ego surdimensionné et une incapacité à gérer le rejet. Son obsession pour Éléonore n'était pas une crise passagère, mais un schéma de pensée et de comportement qui s'est développé au fil des ans, culminant dans un acte de violence prémédité, bien que l'exécution ait pu être impulsive dans l'instant final. Il voyait la bourse pour Vienne et le rejet comme un affront personnel, un affront auquel il devait répondre. L'accusation soutint que les journaux de Fournier, remplis d'intentions sombres et d'un désir de contrôle, prouvaient la préméditation. Il avait planifié la confrontation et la violence était une conséquence directe de son incapacité à accepter l'autonomie et le succès d'Éléonore. La défense, de son côté, tenta d'humaniser Marcel, le décrivant comme un homme solitaire et incompris, victime de ses propres passions non réciproques et d'une société qui ne le valorisait pas. Mais les preuves étaient écrasantes.
Le faisceau de preuves de la police scientifique, les témoignages émouvants et l'analyse psychiatrique peignaient le sombre tableau d'un homme consumé par la jalousie et le ressentiment. Le procès s'étendit sur plusieurs semaines, chaque jour apportant de nouvelles révélations et rouvrant d'anciennes blessures. La capitaine Laurent observait, son travail méticuleux se déroulant enfin sur la scène de la justice. Le jury, composé de citoyens de l'île, écoutait attentivement, leurs visages reflétant la gravité de la tâche qui les attendait. L'accusation et la défense firent leur plaidoirie finale, et le destin de Marcel Fournier était désormais entre les mains du jury. L'attente du verdict serait angoissante, mais la vérité, si longtemps réduite au silence, avait enfin été entendue. Après des jours de délibération, le jury retourna dans la salle d'audience. Un silence lourd s'abattit sur l'assemblée, tandis que le président du jury se préparait à lire le verdict. La tension était presque insupportable. Anne Dubois serrait la main de Cécile Moreau, les yeux fixés sur Marcel Fournier. Lui, de son côté, conservait la même posture rigide et le regard lointain, un masque d'indifférence qui ne parvenait pas à cacher totalement le léger tremblement de ses mains. La capitaine Laurent observait chaque détail, chaque respiration retenue dans la salle, le cœur battant à tout rompre. La voix du président du jury résonna, claire et ferme. Pour le crime d'assassinat avec préméditation d'Éléonore Dubois, le jury déclare l'accusé Marcel Fournier coupable. Un soupir collectif de soulagement et de douleur emplit la pièce. Anne Dubois s'effondra en larmes, un sanglot qui était à la fois de tristesse et d'une libération attendue depuis longtemps. Marcel Fournier, le Marc Dubois de Toulouse, réagit enfin. Ses yeux s'écarquillèrent un instant, une lueur de panique traversant son visage avant qu'il ne reprenne son expression vide. La justice, après 35 ans, était arrivée. La sentence fut prononcée. Marcel Fournier fut condamné à 28 ans de prison, une peine qui, bien qu'elle ne puisse ramener Éléonore, offrait un sentiment de clôture à sa famille et à ses amis. La capitaine Sophie Laurent sentit un poids se retirer de ses épaules. Son travail acharné, sa foi en la science et en la persévérance humaine avaient permis de résoudre l'une des affaires les plus énigmatiques de l'île. Elle pensa à l'inspecteur Georges Lefebvre, le premier détective, qui avait commencé l'enquête avec les maigres ressources de son époque. Il n'avait pas pu voir le dénouement, mais son héritage et les dossiers qu'il avait si diligemment conservés avaient été cruciaux. Quelques mois après le procès, par une journée de printemps, la capitaine Laurent fit une visite silencieuse au cimetière de l'île. Elle trouva la tombe d'Éléonore Dubois, simple, avec une petite sculpture d'un violon brisé sur la pierre tombale. Là, diante d'aquel marmore friot, elle sentit la présence de la jeune artiste, dont la vie avait été brutalement interrompue par la jalousie et l'obsession. Le cas violon brisé n'était pas seulement un fichier poussiéreux, c'était l'histoire d'une vie volée et d'une justice qui, bien que tardive, avait finalement prévalu. La leçon était claire. Aucun crime n'est vraiment parfait, et la vérité, comme une mélodie persistante, trouve toujours un moyen de se faire entendre, peu importe le temps que cela prend. L'histoire d'Éléonore Dubois et de Marcel Fournier sert de sombre rappel du pouvoir destructeur de l'obsession et de la jalousie, mais aussi de la résilience de la justice et de l'espoir qui ne doit jamais être abandonné. Dans chaque cold case qui reste classé, il y a une voix qui attend d'être entendue, une vérité qui attend d'être révélée. Que la mémoire d'Éléonore et le dévouement de détectives comme Sophie Laurent nous inspirent à ne jamais oublier que la justice est lente, mais elle arrive.